La soirée d'octobre de Cassie chez son ami s'est terminée par une disparition soudaine. Ce n'est que 2 ans plus tard que les enquêteurs ont découvert l'horrible vérité que personne n'avait remarquée pendant tout ce temps. Ce sont précisément les détails de cette soirée du 14 octobre 2019 qui les ont menés au dénouement, changeant complètement la perception des événements. 14 octobre 2019. L'horloge indique 10 minutes après minuit. Dans le petit village de Kuala, comté de Jackson, Caroline du Nord, Cassie Hare, 9 ans, disparaît soudainement. Elle a été vue pour la dernière fois dans la chambre de la maison de son amie, la famille S, où elle devait passer tranquillement la nuit. À ce moment-là, seuls les parents de la fille et leur fils aîné, Max S, 17 ans, se trouvèrent dans la maison. Aucun d'entre eux n'a pu dire où Cassie avait disparu. La police est arrivée sur place seulement 20 minutes après l'appel des parents. La maison était calme et, à première vue, sans signe d'intrusion. Cependant, la porte arrière de la cuisine était légèrement entr'ouverte. Cela a été immédiatement noté dans le rapport. Dans la chambre des enfants, ils ont trouvé un sac de couchage vide et froissé. Cela signifiait que Cassie avait quitté sa place soudainement, sans emporter aucun de ses effets personnels. Déjà 15 minutes après le début des recherches, une fine pluie d'automne a commencé à tomber. Plus tard, le maître chien expliquera pourquoi le chien de service a rapidement perdu la trace. Dans les premières heures de l'enquête, la police s'est concentrée sur 2 suspects possibles. Le premier était Max S, l'adolescent qui était resté dans la maison toute la soirée. Le second était le voisin et vétéran de guerre, Joe Kay, 58 ans, qui assurait officiellement la fonction de garde du village. C'est lui qui patrouillait dans le quartier cette nuit-là, lorsque Cassie a disparu. Max S a affirmé avec assurance aux enquêteurs que pendant l'intervalle de temps indiqué, il se trouvait dans sa chambre à jouer en ligne. Le jeune homme a souligné qu'il avait utilisé des écouteurs toute la nuit et n'avait rien entendu de suspect. Son alibi a été corroboré par les enregistrements audio du chat de jeu obtenus par la police. Selon ces derniers, Max participait activement à la communication vocale avec d'autres joueurs de 23h55 à 00h20. Cependant, les enquêteurs ont noté un détail important. Il n'y avait pas de caméra de surveillance dans la chambre de Max. Les enregistrements audio confirmaient seulement sa voix, mais ne prouvaient pas qu'il se trouvait réellement dans sa chambre. À 00h31, une caméra automatique de reconnaissance de plaques d'immatriculation, ALPR, a capturé une camionnette de service blanche d'une entreprise de réparation de chauffage et de climatisation, HVAC, sur la route menant hors du village de Kuala. Le véhicule se déplaçait depuis le village et se trouvait à environ 2 km de la maison où Cassie passait la nuit. La plaque d'immatriculation n'a été enregistrée que partiellement, ce qui a considérablement compliqué l'identification du propriétaire du véhicule. La caméra n'a conservé que les 3 derniers symboles du numéro et le logo de l'entreprise sur le côté du véhicule. L'apparition sur la caméra ALPR d'une camionnette de service non identifiée est devenue la piste principale des premiers jours de l'enquête. La police a rapidement contacté les bases de données locales et a commencé à vérifier chaque véhicule enregistré dans le comté pour les travaux de réparation après le dernier ouragan. 38 véhicules de service appartenant à différentes entreprises sont tombés sous suspicion. Alors que les enquêteurs commençaient les interrogatoires et la vérification des alibis de chaque conducteur, l'énigme centrale de la disparition de Cassie Hare commençait seulement à s'enrichir de nouveaux faits et questions. L'élément clé qui a immédiatement alerté l'enquête était la question de savoir pourquoi Max, 17 ans, se trouvant littéralement à quelques pas de la porte arrière de la cuisine, n'avait pas entendu son claquement, ni même l'aboiement du chien du voicing. Le chien réagissait même au moindre bruit dans le village. Mais cette nuit-là, ces aboiements n'ont pas attiré l'attention de l'adolescent. Une vérification répétée des journaux audio du chat vocal sur Discord a révélé un moment remarquable. Vers 00h05, presque simultanément à la disparition de Cassie,
Max a prononcé une phrase qui a plus tard été incluse dans les pièces de l'affaire. La maison est aujourd'hui silencieuse comme une morgue. L'enquête a immédiatement noté cette étrange coïncidence temporelle. L'adolescent semblait ne rien remarquer d'inhabituel, alors qu'à ce moment même, Cassie était déjà absente de son lieu de sommeil. Les enquêteurs ont approfondi les détails techniques des enregistrements audio réalisés pendant le chat de jeu. Le rapport officiel a confirmé que Max était effectivement en ligne, mais a souligné une nuance importante. Durant la session de 23h55 à 00h20, le microphone de l'adolescent était coupé à plusieurs reprises. Ces périodes de silence étaient irrégulières. Parfois, elles duraient seulement quelques secondes. Parfois, plus d'une minute. Les experts de la police ont proposé 2 interprétations possibles de cette situation. Première version. Max aurait pu quitter la pièce pour de courtes périodes, sortant peut-être de sa chambre, puis y revenir sans être remarqué par les autres participants du chat. Deuxième version. L'adolescent aurait pu simplement couper son microphone tout en restant devant l'ordinateur, ou passer à un autre canal sur Discord où l'enregistrement n'était pas effectué. Ces détails ne confirmaient clairement aucune des versions, laissant l'enquête face à 2 interprétations équivalentes. 2 jours après la disparition de Cassie, l'enquêteur a obtenu un mandat pour saisir les chaussures de Max. Les experts ont immédiatement envoyé les baskets de l'adolescent pour expertise criminalistique. L'examen a rapidement donné les premiers résultats. Des microparticules de sol provenant de la cour voisine ont été trouvées sur les semelles. Cela semblait prometteur, mais bientôt les criminologues ont établi que cette preuve n'était pas unique à cette affaire. Les terrains du village de Kuola n'étaient pas séparés par des frontières claires et étaient pratiquement communs, donc la présence de sol de la cour des voisins ne pouvait pas indiquer avec certitude l'implication de l'adolescent dans la disparition. Les experts ont néanmoins décidé de procéder à une vérification supplémentaire de l'échantillon de sol pour éliminer définitivement d'éventuelles inclusions étrangères. Cette vérification a donné une découverte inattendue. Un examen minutieux du sol provenant des chaussures de Max a révélé la présence d'huile technique, que le laboratoire a identifiée comme HVAC46. Cette substance était spécifique et n'avait jamais été utilisée dans des conditions domestiques ou de jardinage par les habitants du village. L'huile de type HVAC46 était exclusivement utilisée par les services d'entretien réparant les systèmes de chauffage et les climatiseurs. Dans la conclusion officielle, il était clairement indiqué que cette huile était généralement associée à des équipements de services professionnels et des véhicules à usage spécial. La quantité et la concentration d'huile dans l'échantillon étaient extrêmement faibles, et cela ne suffisait pas à relier directement Max à la voiture ou au lieu possible de la disparition de Cassie. Néanmoins, le fait même de la présence d'huile HVAC46 est devenu une trace fondamentalement importante, ouvrant une nouvelle direction dans l'enquête. Les détectives ont immédiatement vérifié toutes les entreprises du comté de Jackson utilisant cette substance technique. Dans le rapport d'enquête, il était particulièrement souligné qu'une entreprise contractante spécifique se distinguait parmi elles, Blue Ridge HVAC. Les véhicules de service de cette entreprise apparaissaient régulièrement dans le village de Kuola, s'occupant d'éliminer les conséquences du récent ouragan. À ce stade, l'enquête s'est entièrement tournée vers la vérification des conducteurs, des employés et de toute la flotte de la société Blue Ridge HVAC. Dès le début, l'enquête soupçonnait que la famille S, dans la maison de laquelle Cassie passait la nuit, pourrait dissimuler des détails importants. Les témoignages officiels des parents de Madison S étaient secs et brefs. Rien entendu dormait profondément. Cependant, lors de la vérification, un épisode étrange est apparu que les parents ont préféré taire. Ce même soir, le 14 octobre, exactement 12 minutes avant la disparition de Cassie, un appel avait été passé depuis la maison qui pourrait complètement changer le tableau de l'enquête. Le FBI
plusieurs mois après la disparition de Cassie, a examiné les archives des enregistrements de la téléphonie VoIP domestique de la famille S, conservés par le fournisseur. Ces données n'étaient pas accessibles au shérif du comté initialement et ont été révélées dans le cadre de l'enquête fédérale. Le journal des appels a montré qu'à 23h58, juste quelques minutes avant la disparition de Cassie, un appel sortant avait été effectué depuis le numéro de téléphone de la famille S vers le service d'entretien d'une entreprise HVAC située à 12 km du village. Dans les témoignages officiels donnés par les parents le lendemain de la disparition, il n'y avait pas un mot sur cet appel. Les enquêteurs ont immédiatement convoqué la mère de Madison, Susan S., pour un nouvel interrogatoire. Quand le fait de l'appel téléphonique lui a été présenté, elle a paru déconcertée et s'est restée silencieuse pendant un moment, après quoi elle a déclaré que l'appel avait été fait accidentellement. Soi-disant, le téléphone était à portée de main, et elle avait appuyé par inadvertance sur le bouton de numérotation. Susan a souligné que dès qu'elle a remarqué l'appel, elle l'a immédiatement raccroché, sans entamer de conversation. Cependant, la vérification par le fournisseur a enregistré des données complètement différentes. La durée de la conversation était exactement de 4 minutes et 2 secondes. Ce n'était pas simplement un contact accidentel avec l'écran, mais un dialogue à part entière, dont la mère de famille a préféré, pour une raison quelconque, dissimuler l'existence à l'enquête. Les enquêteurs ont noté l'incohérence évidente entre les paroles de la mère et l'enregistrement officiel de l'appel conservé dans les archives du fournisseur. Dans une tentative de comprendre les raisons de cet appel, les enquêteurs ont commencé à vérifier les contacts personnels de Susan S. avec les employés de l'entreprise HVAC. Parmi les versions, il y avait aussi celle que la mère de Madison pourrait dissimuler certaines relations personnelles avec l'un des techniciens travaillant pour l'entreprise de réparation. La vérification des contacts téléphoniques et des réseaux sociaux de la famille a effectivement révélé une communication régulière entre Susan et l'un des employés de l'entreprise, mais l'enquête n'a pas pu confirmer la nature personnelle de leur communication. Cette version semblait attrayante et logique, mais l'enquête n'a pas obtenu de preuves directes de l'existence d'une liaison cachée entre la mère de Madison et le technicien. La version a été temporairement mise de côté, mais continuait à figurer dans les documents confidentiels de l'affaire, restant non confirmée jusqu'au bout. Le FBI, après avoir récupéré l'enregistrement original de l'appel auprès du fournisseur, l'a déchiffré à l'aide d'experts techniques. L'audio était fortement endommagé et la majeure partie de la conversation restait indistincte. Cependant, la phrase finale a attiré l'attention particulière de l'enquête. Un interlocuteur inconnu dont la voix n'a pas encore pu être identifiée a clairement prononcé « Seulement après minuit, je peux passer ». Après ces mots, la communication a été coupée. La voix, la manière de parler et l'identité exacte de la personne au volant restaient inconnues de l'enquête. Cette phrase est devenue un fragment important de l'affaire, car désormais les enquêteurs disposaient d'une preuve que quelqu'un prévoyait de venir à la maison de la famille S, précisément dans l'intervalle de temps directement lié à la disparition de Cassie. Les agents fédéraux ont reconstitué en détail la chronologie de l'appel. Il a commencé à 23h58, s'est terminé à 00h02, seulement 8 minutes avant que la disparition de Cassie ne soit constatée. Cette découverte a rendu la vérification des conducteurs et des employés de la société Blue Ridge HVAC, commencée après la découverte de l'huile sur les chaussures de Max, particulièrement importante. L'enquête devait maintenant déterminer qui exactement était au volant de la camionnette de service de l'entreprise ce soir-là, enregistrée par les caméras à proximité immédiate du lieu de l'incident, et quelle relation cette personne avait avec la famille S. Alors que l'enquête commençait à perdre son rythme et que la vérification des employés de la société Blue Ridge HVAC s'éternisait, un nouveau témoin est apparu de façon inattendue dans l'affaire. Un ouvrier routier, Juan D., a déclaré à la police avoir vu une camionnette blanche s'arrêter la nuit près d'une zone boisée vers 01h05. Et bien que cette histoire ait d'abord suscité un intérêt prudent, il est trop vite devenu clair que son témoignage pouvait avoir un impact significatif sur toute l'enquête.
Initialement, les détectives ont accueilli les paroles de Wandé avec réserve, car les souvenirs des témoins, surtout après un certain temps, sont souvent déformés. Cependant, Juan a présenté aux policiers des preuves concrètes de ses paroles, un journal de travail par équipe qu'il tenait selon les instructions de l'entreprise chaque nuit pendant la pause du revêtement routier. Dans ce document, Juan avait précisément indiqué les coordonnées de l'installation d'un cône routier, près duquel s'était arrêté le véhicule suspect à 01h05. Les coordonnées ont été vérifiées. Le cône indiqué se trouvait à seulement 14 mètres du lieu d'arrêt de la camionnette, près de la limite de la zone boisée. La note du journal est devenue cette confirmation documentaire dont les enquêteurs avaient besoin pour faire confiance au témoignage de Juan. Lors du premier interrogatoire, Juan D. a affirmé avec assurance avoir remarqué un vieux Dodge de couleur blanche qui s'était approché et arrêté sur l'accotement. Les détectives ont enregistré son témoignage et l'ont immédiatement comparé aux données des caméras routières automatiques ALPR installées dans la région du village de Kuola. C'est là qu'est apparue la première incohérence majeure. Les caméras qui avaient enregistré la camionnette blanche à 00h31 du matin l'avaient identifiée comme un Ford Transit appartenant à l'entreprise HVAC. Pendant ce temps, le témoin continuait d'insister sur le fait que le véhicule qu'il avait vu après 1h du matin était bien un Dodge. Les enquêteurs ont noté cette contradiction évidente dans les témoignages. Juan a été interrogé à plusieurs reprises sur les détails, mais il était resté sur sa position. « J'ai bien vu un Dodge. » C'était une vieille camionnette, certainement pas un Ford. La contradiction semblait remettre en question la fiabilité de son témoignage, mais la police était obligée de vérifier chaque détail, même le plus insignifiant. Malgré les doutes sur le témoignage de Juan, les enquêteurs ont travaillé minutieusement sur cette version. Ils ont passé plus d'une semaine à vérifier les propriétaires de tous les vieux Dodge blancs enregistrés dans le comté de Jackson et les régions avoisinantes de Caroline du Nord. Les criminologues ont soigneusement examiné chaque véhicule, interrogé tous les propriétaires, établi l'alibi de chaque conducteur pour la nuit de la disparition de Cassie. Suite aux vérifications, il a été définitivement établi qu'aucun des propriétaires de Dodge n'était impliqué dans l'affaire. La vérification s'est avérée propre, aucun soupçon n'a été confirmé. La version basée sur le témoignage de Juan semblait erronée et n'a fait que retarder l'enquête. Alors que les enquêteurs s'apprêtaient déjà à mettre de côté le témoignage de Juan, une précision inattendue est apparue dans l'affaire. Le laboratoire technique du FBI a agrandi l'image de la caméra ALPR obtenue à 00h31 près du village. Sur les images, l'emblème Ford était clairement visible, et non Dodge. Les détectives ont compris que le témoin avait simplement pu confondre la marque du véhicule. L'enquêteur interrogeant Juan a spécifiquement noté dans son rapport « Le témoin s'est probablement trompé en raison des conditions de visibilité. Nuit tardive, fine pluie, lumière des phares dirigée directement sur lui. La confusion avec la marque paraissait maintenant explicable, bien qu'elle ait introduit un retard inutile dans l'enquête. Mais l'important était autre chose. Le fait même de l'apparition d'une camionnette blanche près de la zone boisée à l'heure indiquée avait été confirmé, et ce détail s'intégrait dans la chronologie de la nuit de la disparition de Cassie. Les enquêteurs ont maintenant décidé de clore définitivement la piste du Dodge et de revenir à la version initiale de l'enquête. L'attention de la police s'est à nouveau entièrement tournée vers le Ford Transit, le véhicule de la société Blue Ridge HVAC. Cette camionnette restait la seule piste fiable reliant toutes les circonstances de la nuit de la disparition de Cassie. L'enquête est revenue aux listes des véhicules de service de l'entreprise et a commencé à vérifier chaque employé qui aurait pu être au volant du Ford Transit cette nuit-là. Alors que les enquêteurs se concentraient à nouveau sur la vérification du véhicule de service Ford Transit, une nouvelle étrangeté est apparue. Pourquoi, la nuit de la disparition de Cassie, l'entreprise Blue Ridge HVAC
a-t-elle désactivé à distance la tablette corporative du technicien Logan M. La tablette était un outil important de l'entreprise, enregistrant constamment la position de l'employé, mais précisément cette nuit-là, pour une raison inexpliquée, elle s'est retrouvée déconnectée du système général de surveillance. Les experts techniques de l'entreprise HVAC ont préparé un rapport pour les agents fédéraux, selon lequel la tablette corporative de Logan M a perdu la connexion avec le serveur la nuit de la disparition de Cassie. Le document indiquait des délais précis. De 23h48 à 02h20, l'appareil n'émettait pas de signaux. Cette fenêtre temporelle coïncidait parfaitement avec les événements critiques de l'enquête. L'appel depuis la maison de la famille S et la disparition subséquente de Cassie. Pour l'enquête, un tel fait ne pouvait pas être une simple coïncidence. Lors de son premier interrogatoire par les enquêteurs fédéraux, Logan M semblait calme et assuré. Il a expliqué la désactivation de la tablette par un oubli banal. Il aurait simplement laissé le chargeur à la maison et la tablette se serait déchargée pendant le travail. Cependant, les spécialistes techniques du FBI ont immédiatement remarqué une incohérence majeure dans ces déclarations. Ils ont demandé le journal CAST du Bluetooth de la tablette et ont découvert que l'appareil s'était effectivement connecté au réseau sans fil de la maison de la famille S pendant une courte période, vers 00h00. Cela contredisait les paroles de Logan qui affirmait que la tablette était complètement déchargée bien avant l'arrivée au village. Cette incohérence dans les témoignages a poussé l'enquête à porter une attention renouvelée sur la personnalité du technicien de l'entreprise. Les enquêteurs du FBI ont tenté d'obtenir rapidement des données précises sur les déplacements de Logan la nuit de l'incident. Pour cela, ils ont demandé le suivi GPS de son téléphone personnel. Cependant, il s'est avéré que Logan utilisait un modèle obsolète d'appareil mobile, non équipé d'un module Assisted GPS, AGPS. Ce fait a considérablement compliqué le travail des analystes et a pratiquement mené l'enquête dans une impasse, car le téléphone de Logan ne laissait pas de traces numériques de sa position exacte durant cette nuit. Dans les documents de l'enquête, cet épisode a été marqué comme un échec technique qui a temporairement freiné le cours de l'investigation. Cependant, les analystes fédéraux de la division CAST du FBI ne se sont pas arrêtés là. Malgré l'absence d'un signal GPS complet, ils ont utilisé la technologie de micro-triangulation par les tours de téléphonie mobile pour reconstituer au moins une image approximative des déplacements de Logan M la nuit de l'incident. Après une semaine de travail intensif, les analystes ont présenté leurs résultats. Le rapport indiquait que le téléphone de Logan s'était enregistré dans la zone de couverture d'une tour cellulaire située à proximité immédiate du village de Kuola, exactement à 00h10, au moment où la disparition de Cassie a été constatée. Ainsi, malgré ses paroles selon lesquelles la tablette était déconnectée et lui-même se trouvait ailleurs, l'expertise fédérale a clairement fait comprendre que Logan était dans la zone de disparition durant l'intervalle de temps indiqué. Après avoir reçu les résultats de l'analyse du CAST, l'enquête fédérale a pris des mesures décisives. Un mandat a été immédiatement délivré pour la saisie du véhicule de service Ford Transit utilisé par Logan M. L'opération de saisie a été préparée rapidement avec un minimum de publicité pour éviter la perte d'éventuelles preuves. L'enquête devait maintenant examiner le véhicule dans tous ses détails afin d'obtenir des confirmations ou des réfutations supplémentaires de l'implication de Logan dans les événements de cette nuit-là. Après que les agents fédéraux ont saisi la camionnette Ford Transit utilisée par Logan M, les enquêteurs ont été confrontés à une nouvelle énigme. La société Blue Ridge HVAC, apparemment exemplaire et fiable, n'avait pour une raison quelconque pas enregistré dans son journal officiel la sortie de la camionnette numéro BR12 le soir du 14 octobre. Et la comptabilité de l'entreprise affirmait une chose, et la logistique une toute autre, et cette incohérence a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs fédéraux. La vérification de tous les journaux de service de l'entreprise a rapidement donné les premiers résultats. Lors de l'examen des journaux de relève, les enquêteurs ont remarqué des signes évidents de falsification.
Les pages du journal relatives au soir du 14 octobre avaient été soigneusement corrigées avec du correcteur blanc, puis de nouvelles données avaient été écrites par-dessus. À première vue, les corrections étaient presque imperceptibles, mais une vérification détaillée utilisant un scanner ultraviolet spécial du FBI a clairement révélé l'inscription originale. Camionnette BR12, départ à 20h10, conducteur LM. L'enquête avait maintenant une confirmation officielle que Logan M. était effectivement sorti cette nuit-là avec le véhicule de service, ce qui contredisait complètement la version officielle initiale de l'entreprise selon laquelle il n'y avait pas eu de sortie nocturne. Le directeur de la société Blue Ridge HVAC, Mark Evans, a été convoqué pour donner des explications. Au cours de la conversation, il a immédiatement qualifié ce qui s'était passé d'erreur ordinaire du répartiteur. Cependant, cette version a été vérifiée et s'est immédiatement effondrée. Les enquêteurs fédéraux ont découvert que ce même répartiteur dont parlait le directeur avait été licencié seulement une semaine après la disparition de Cassie. Les documents de licenciement de l'employé semblaient suspicieusement hâtifs et superficiels. La version du directeur a commencé à ressembler à une tentative de dissimuler la véritable cause de la confusion dans le journal. Cette superposition de mensonges a donné aux enquêteurs fédéraux des raisons de douter de la sincérité de la direction de l'entreprise et a défini une direction complètement nouvelle dans l'enquête. À ce moment, le focus de l'enquête s'est temporairement déplacé vers le directeur de l'entreprise lui-même, Mark Evans. Les enquêteurs fédéraux ont commencé à supposer qu'il pourrait délibérément dissimuler des faits liés à la disparition de Cassie pour des motifs personnels ou professionnels. Ils ont vérifié les rapports financiers de l'entreprise, la correspondance personnelle d'Evans et ses contacts, mais aucune preuve concrète contre lui n'a pu être trouvée. Les soupçons n'étaient pas confirmés, mais le directeur était toujours maintenu sous surveillance étroite, bien que toute cette ligne d'enquête ne produisait pas encore de résultats tangibles. La situation a changé lorsque le directeur Evans a volontairement fourni aux enquêteurs un nouveau témoignage important, une lettre officielle de la compagnie d'assurance. La lettre indiquait que le 13 octobre, la veille de la disparition de Cassie, la société Blue Ridge HVAC avait officiellement éliminé un échangeur de chaleur défectueux présentant un défaut de fabrication. L'élimination devait avoir lieu dans un entrepôt spécial et officiellement l'appareil était considéré comme détruit. Cependant, lorsque les agents du FBI ont vérifié les données de la compagnie d'assurance, ils ont découvert un détail étrange. La balise GPS du conteneur où l'échangeur de chaleur aurait été placé s'est activée dans la nuit du 14 octobre à 01h17. C'est-à-dire au moment même où, selon la version de l'enquête, Cassie avait déjà disparu et la camionnette de Logan M avait été repérée près de la zone boisée. Le conteneur avec l'échangeur de chaleur est soudainement devenu un élément important de l'enquête. C'était la première indication sérieuse de l'endroit possible où pouvait se trouver la disparue. Sur la base des données obtenues, l'enquête fédérale a immédiatement élargi l'ampleur de l'opération. Un nouveau mandat a été délivré pour mener une perquisition détaillée de tous les locaux d'entreposage et conteneurs de la société Blue Ridge HVAC. Les agents s'intéressaient avant tout à ce conteneur précis, dont le GPS avait enregistré un déplacement inexpliqué dans la nuit du 14 octobre. Il était maintenant clair que la solution à la disparition de Cassie pouvait se cacher précisément là, parmi les entrepôts de services et les conteneurs verrouillés de l'entreprise, qui jusqu'à présent semblait être un modèle d'honnêteté et de fiabilité. Après que les agents fédéraux ont soigneusement inspecté et saisi la camionnette de Logan, l'enquête s'est approchée du dénouement grâce à un détail petit, presque imperceptible. Sur une palette en plastique trouvée dans le compartiment de chargement du véhicule, les criminologues ont découvert une trace brunâtre à peine visible d'origine inconnue. Initialement, même des spécialistes expérimentés ne pouvaient pas déterminer avec certitude ce que c'était. De l'huile technique ou quelque chose de beaucoup plus significatif. L'échantillon a été immédiatement envoyé au laboratoire criminalistique fédéral,
où après une série d'analyses scientifiques précises, la nature exacte de la substance a été établie. La conclusion du laboratoire était sèche et claire. La trace sur la palette s'est avérée être une petite quantité de sang, exactement 0,1 millard. L'expertise génétique, réalisée avec une précision maximale, a montré une correspondance de 50% du matériel biologique trouvé avec l'ADN de la mère de Cassie. Ce fait scientifique a été consigné dans un document officiel du laboratoire, excluant complètement toutes émotions et suppositions. La palette est devenue la première preuve solide pointant directement vers la possible implication de Logan dans la disparition. Après l'annonce des résultats de l'expertise, l'équipe juridique de Logan a immédiatement tenté de contester leur importance. Son avocat a déclaré que l'échantillon de sang aurait pu se retrouver sur la palette accidentellement à la suite d'une contamination, pollution, provenant d'objets précédemment transportés par le technicien de l'entreprise. Cependant, l'accusation a immédiatement présenté un contre-argument convaincant. Dans les documents de l'affaire a été présentée la documentation du fabricant, selon laquelle cette palette en plastique avait été fabriquée en août 2019 et officiellement utilisée par l'entreprise une seule fois, précisément la nuit de la disparition de Cassie. Cette circonstance réfutait l'explication de la défense et confirmait à nouveau les soupçons de l'enquête concernant l'implication de Logan. La défense n'a pourtant pas abandonné et a avancé une nouvelle ligne d'argumentation contestant cette fois le respect de la procédure de conservation et de transport de l'échantillon de sang. Selon la déclaration de l'avocat de Logan, la chaîne de conservation de l'échantillon aurait pu être rompue car le tube avec l'échantillon de matériel biologique avait été envoyé au laboratoire via le service postal FedEx et n'avait pas été remis personnellement par un représentant des forces de l'ordre. Cette circonstance a suscité un doute temporaire sur la légitimité même de la preuve et a retardé la procédure judiciaire de plusieurs jours. La défense exigeait activement que cet échantillon de sang soit exclu de l'affaire, insistant sur d'éventuelles violations de procédure. Cependant, le juge, après avoir examiné tous les arguments des parties et les témoignages des criminologues, a quand même décidé d'admettre l'échantillon d'ADN comme preuve légale dans l'affaire. Cette décision a marqué un tournant crucial dans l'enquête. Après cela, le parquet a immédiatement formalisé un mandat d'arrêt officiel contre Logan. Et c'est précisément à ce moment, alors que la situation semblait complètement perdue pour la défense, que Logan M. a soudainement déclaré par l'intermédiaire de son avocat être prêt à négocier un accord avec le parquet. Cela a été une complète surprise tant pour le tribunal que pour l'enquête, mais c'est précisément cet accord qui pouvait définitivement mettre un point final à l'affaire. Les enquêteurs se sont immédiatement préparés à l'interrogatoire officiel de Logan en présence d'avocats et de représentants du parquet. La tâche principale de l'enquête était de déterminer les détails exacts de l'endroit où pourrait être caché ce qui était recherché depuis si longtemps. Maintenant, après que Logan a déclaré être prêt à coopérer, son témoignage devait constituer l'étape finale d'une enquête longue et complexe, commencée il y a 2 ans avec la nuit ordinaire de Cassie dans la maison de son ami et se terminant, seulement maintenant, dans les murs du bâtiment fédéral du tribunal de district. Lors de l'interrogatoire final mené dans les locaux du bureau fédéral du FBI, Logan M. a décrit en détail les événements de la soirée du 14 octobre 2019. Selon son aveu, le soir de ce jour, il a reçu un appel de la mère de Madison S., qui se plaignait d'un climatiseur défectueux. La mère de Madison lui a demandé de passer à la maison de la famille tard le soir, après minuit, car c'est précisément à ce moment qu'elle pouvait faire entrer le technicien discrètement, sans déranger les autres occupants. Utilisant une clé de rechange laissée spécialement pour de telles situations, Logan est entré dans la maison par la porte arrière de la cuisine. À l'intérieur, il a presque immédiatement rencontré Cassie. Voyant un inconnu dans la cuisine sombre, elle a crié brusquement, effrayée et tentant d'attirer l'attention des parents ou du frère de son ami. Logan a expliqué plus tard que ses actions étaient impulsives et non planifiées. Craignant d'être découvert et d'avoir des problèmes avec la police, il lui a couvert la bouche de sa main et l'a maintenue jusqu'à ce que Cassie cesse de montrer
des signes de vie. Comprenant que quelque chose d'irréparable s'était produit, il l'a enveloppée dans le sac de couchage qui se trouvait dans la chambre des enfants et l'a rapidement emportée dehors par la même porte arrière. Après avoir chargé les restes dans le véhicule de service, il a immédiatement quitté le territoire du village de Kuola pour éviter de rencontrer l'agent de sécurité en patrouille, Joe Kay, qu'il connaissait personnellement. Ensuite, il a transporté les restes à l'entrepôt de la société Blue Ridge HVAC, profitant de sa connaissance du territoire et de l'absence de personnel de nuit. Les restes ont été placés dans un conteneur avec un échangeur de chaleur défectueux qui devait auparavant être envoyé à l'élimination. Après l'aveu officiel, l'image est devenue entièrement claire pour l'enquête. L'appel téléphonique de la mère de la famille S, qui a eu lieu à 23h58, a confirmé la raison initiale de l'apparition de Logan dans la maison pendant la nuit. L'enregistrement de la caméra de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation ALPR à 00h31 a confirmé l'itinéraire de son Ford Transit de service. La découverte de particules d'huile HVAC46 sur les chaussures de Max S s'est avérée être un transfert accidentel depuis la zone près de l'entrée, où Logan avait garé la camionnette. La balise GPS du conteneur de l'entreprise, activée à 01h17, est devenue une indication directe de l'endroit où les restes étaient cachés. Et enfin, la trace brunâtre trouvée sur la palette en plastique a définitivement confirmé le lien de Logan avec le crime. L'analyse en laboratoire du sang a montré une correspondance du matériel biologique à 50% avec l'ADN de la mère de Cassie. L'ensemble de tous ces détails excluait les coïncidences et les erreurs. Ainsi, ce qui semblait au début être un ensemble de faits non liés s'est transformé en une chaîne continue et irréfutable de preuves et d'indices qui ont permis aux enquêteurs fédéraux de résoudre complètement cette affaire complexe qui durait depuis 2 ans. L'étape finale de l'enquête s'est déroulée sur le territoire du complexe d'entreposage de l'entreprise contractante. Suivant les indications de Logan, les enquêteurs sont arrivés au conteneur approprié. L'agent fédéral a forcé le lourd cadenas avec un coupe-boulon. Un fort clic métallique a résonné dans le silence absolu. La porte du conteneur s'est lentement entr'ouverte et immédiatement, une odeur âcre caractéristique s'est répandue alentour. Tous les présents se sont figés pendant une seconde. Logan M, qui se trouvait là en menottes et entouré d'agents du service fédéral, regardait constamment vers le bas sans prononcer un seul mot. Le 5 mai 2022 s'est tenue l'audience finale du tribunal fédéral de la ville de Charlotte dans l'affaire de la disparition de Cassie R, 9 ans. Le juge a lu la décision finale. Logan M a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de grâce.